Bonsoir à tous, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Donc on va démarrer ce webinaire de présentation de l'avenant 7 à votre convention. Donc je vais déjà me présenter moi-même. Je suis Audrey Magnez, la responsable des délégués d'assurance maladie pour la Caisse primaire des Landes, et je suis accompagnée de Delphine Saint-Hilaire, déléguée d'assurance maladie de la Caisse primaire des Landes. Ce webinaire vous est proposé pour mieux prendre en main ce nouvel avenant qui, on le sait, peut changer pas mal de choses dans votre exercice professionnel. Au niveau de l'organisation, Delphine va dérouler le contenu du webinaire. Ça va durer approximativement 40-45 minutes. À la suite de ce déroulé, on analysera et on répondra autant que faire se peut aux différentes questions que vous aurez pu poser au fil de l'eau durant ce webinaire. Vous pouvez constater que vous n'avez pas accès à vos micros puisque vous êtes nombreux. Néanmoins, vous avez donc une rubrique questions-réponses en bas de votre écran qu'on vous incite très fortement à utiliser. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment mettre toutes les questions qui vous passent par la tête pendant ce webinaire afin qu'on puisse y répondre. Encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes, hein, les questions que vous vous posez, individuellement sont très certainement des questions, que d'autres se posent. Donc l'idée, c'est qu'on puisse, éclaircir le maximum de points, aujourd'hui. Hem, pour autant, je vous précise toutefois que, nous avons à l'heure actuelle, grosso modo 90 des informations d'interprétation de l'avenant. Nous avons encore des points d'éclaircissement, d'interprétation pour lesquels nous attendons des explications de la Caisse nationale, des informations complémentaires. Si c'est le cas justement et si vous avez des questions sur ces thèmes-là, on vous le précisera, hein, que ce sont des questionnements, pour lesquels on attend des précisions. Je vous expose aussi le fait que nous ne sommes pas le service médical de la Caisse, nous ne sommes ni médecins ni kinés, nous sommes le service des délégués d'assurance maladie, mais pour autant, toutes les questions d'ordre médical, n'hésitez pas à les poser puisqu'elles seront remontées, dès ce soir, au service médical de la Caisse pour qu'on puisse y apporter des réponses le plus rapidement possible. Et en dernier lieu, on souhaitait, remercier, madame Belloc, votre représentante qui a participé à l'organisation de ce webinaire, en tout cas qui nous a aidés à monter du coup la présentation de ce jour, qui a d'ores et déjà eu lieu il y a une quinzaine de jours, pour qu'elle puisse, justement répondre à vos attentes et à vos besoins, sur le terrain. Voilà, grosso modo, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous laisser avec Delphine et je reprendrai la parole en fin de présentation pour qu'on puisse justement, creuser toutes vos questions. Oui, allez-y. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse peut-être me partager l'écran. Donc, on va démarrer la Alors, présentation hop, avec le support. on va faire hop comme ça. Normalement, c'est bien sollicite-moi. OK. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc démarrer cette présentation. Donc, au sommaire, on reprendra ensemble le contexte de signature de cet avenant avec les grands objectifs. Je vous présenterai ensuite la nouvelle nomenclature avec donc la création des nouvelles lettres clés, la création de certains actes et la suppression d'un acte pour juillet 2025. On regardera ensuite le calendrier de revalorisation des actes. On parlera ensuite des prescriptions médicales et la possibilité donc de renouvellement et la possibilité d'effectuer de l'accès direct. Et enfin, on terminera par tout ce qui est dispositif démographique et accès aux soins sur le territoire. Donc, au niveau du contexte, l'avenant 7 a été signé le 13 juillet 2023 par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, par la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes et éducateurs et par le syndicat Alizé. Il a été publié au journal officiel le 25 août 2023. Alors, les grands objectifs de cet avenant, donc c'était de clarifier déjà dans un premier temps votre nomenclature et de revaloriser vos actes. Deuxième objectif, c'était donc de modifier le
dispositifs démographiques existants pour permettre d'améliorer l'accès aux soins. Donc là, on retrouvera toutes les mesures qui sont liées au zonage dans cet axe. De favoriser votre intervention auprès de certains publics, comme les patients dépendants et les patients en situation de handicap avec la création de 2 nouveaux actes. De vous ouvrir la possibilité de renouveler certaines prescriptions médicales, donc sous condition et d'ouvrir la possibilité d'effectuer l'accès direct. Et enfin d'ouvrir la possibilité de réaliser des actes, de télésanté avec la mise en place, du télésoin et de la télexpertise. Alors, on va commencer du coup par la nouvelle nomenclature et les nouveaux actes. La nouvelle nomenclature donc, comporte désormais, depuis le 22 février 2024, 20 nouvelles lettres clés qui composent donc au total 80 actes dans votre nomenclature générale des actes. La lettre clé AMK a été maintenue pour tous les actes de bilan, donc notamment pour le BDK, pour les suppléments de kiné-balnéothérapie et pour les actes de pédicure-podologie. Donc, on a supprimé les lettres clés AMC et AMS. L'objectif de la création de ces nouvelles lettres clés, de cette nouvelle nomenclature, c'était d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure description de votre activité et de ce fait, ouvrir une plus grande lisibilité à des actes que vous pratiquez pour limiter donc les risques d'interprétation à cette nomenclature des actes. Pour vous accompagner, à prendre en main cette nouvelle nomenclature, nous avons créé un mémo que je vais vous présenter dans quelques minutes. Vos représentants et les éditeurs de logiciels ont également travaillé pour, vous mettre à disposition une interface qui vous permette de prendre en main plus rapidement, enfin plus facilement du moins, ces nouveaux actes. Donc on va regarder ensemble le mémo qu'on vous a réalisé et qu'on vous mettra, à disposition, à l'issue du webinaire. Donc ce mémo reprend, les 20 nouvelles lettres clés. Donc, ces 20 nouvelles lettres clés, en fait, la nomenclature, désormais, elle va être répertoriée en zones de traitement. Donc, on aura la zone de traitement, par exemple, du rachis, du membre supérieur, du membre inférieur, etc. Donc, on va les regarder et on va redécouper ces zones de traitement en 3 lettres clés, par exemple, pour le rachis. On va distinguer à chaque fois des situations opérées, non opérées, et également des situations soumises à référentiel et hors référentiel. Donc, on reviendra sur cette notion après de référentiel, hors référentiel et d'accord préalable. Voilà. Donc, par exemple, le rachis est découpé donc en 3 lettres clés. Le rachis non opéré avec la lettre clé RAM, le rachis opéré avec la lettre clé RAO et les déviations du rachis avec la lettre clé DRA. Tout ce qui concerne la rééducation du membre supérieur. Donc là, on va avoir 4 lettres clés puisqu'on va distinguer le membre supérieur opéré, non opéré, soumis à référentiel ou hors référentiel. Donc 4 nouvelles lettres clés, RSC, VSC, VSM et RSM. Idem pour le membre inférieur, on distingue opéré, non opéré, référentiel ou hors référentiel. 4 nouvelles lettres clés, RIC, VIC, RIM et VIM. Finalement, voilà, et après on a le chapitre également des amputations avec la lettre clé APM. Donc toutes ces cotations correspondent à vos anciens codactes AMS 7,5. Donc on a finalement plus détaillé en zone de traitement et distingué donc opéré, non opéré, soumise à référentiel ou hors référentiel. Ensuite, on a les affections sur 2 territoires, donc le TER qui correspond à vos anciennes AMS 9,5. Donc, affection sur 2 territoires, on parle ici membre ou rachis et membre. Et ensuite, donc on a les chapitres qui existaient déjà, qui étaient déjà, on va dire, aussi détaillés, qui concernent la paroi abdominale, donc avec la nouvelle lettre clé RAB et ces trois libellés. On a tout ce qui est affection neuro et rhumato avec la lettre clé NMI. On retrouve les affections respiratoires maxillo et ORL avec la lettre clé ARL. Les affections vasculaires recensées avec la lettre clé RAV.
Ce qui concerne la personne âgée, répertoriée avec la lettre clé RPE. Donc là, on a vos anciennes AMK 6 et 8,5, donc les libellés n'ont pas changé. Les brûlures avec le code acte RPB, pardon, et les soins palliatifs PLL. Voilà pour ces 20 nouvelles lettres clés, donc déclinées pardon, en 80 actes au total. Donc, on raisonne par zone de traitement. Donc, on va reprendre le diaporama. Parfait. Voilà pour le mémo, donc on va vous transmettre. Donc, ces 20 nouvelles lettres clés, on les a vues. Je voudrais déjà vous apporter quelques précisions sur cette nouvelle nomenclature. Donc ça, c'est la nouveauté. On raisonne en segment anatomique opéré et non opéré. Une précision, on attend confirmation de la Caisse nationale là-dessus, mais on peut d'ores et déjà vous dire que ça sera probablement pour considérer une rééducation opérée, il faudra que la rééducation intervienne dans les 6 mois qui suivent l'intervention chirurgicale. On vous le confirmera sur la fac. Voilà. Ensuite, ce qui va être assez important aussi, je ne l'ai pas cité précédemment au niveau des mémos, et cetera, mais c'est d'aller consulter votre nomenclature générale des actes que vous trouvez sur amélie.fr et qui va vous apporter toute la description et le détail des actes que vous pouvez facturer, les conditions de facturation et ce que contiennent les séances. Et vous pouvez aussi donc avoir des précisions qui sont intéressantes, donc celles-ci qui concernent le zoom sur les lettres clés RAO et RAM, dans le chapitre qui concerne la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques du rachis. Vous avez une précision assez importante. On vous indique que la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur. On entend ici que la radiculalgie est inclue dans la cotation de la rééducation du rachis. Voilà. C'est pour ça que c'est assez important d'aller consulter votre nomenclature des actes. Vous pouvez y trouver tous les détails de facturation. Je vous l'indiquais également, vous avez des lettres clés qui sont répertoriées en fonction c'est des situations qui sont soumises à référentiel ou hors référentiel. Il nous a paru intéressant de faire un rappel sur toutes ces situations soumises à référentiel, donc ce qu'on appelle soumises à accord préalable également, et qui étaient déjà en vigueur avant la parution de l'avenant 7. Donc, vous avez une liste de 14 pathologies déterminées par la HAS pour lesquelles il y a un nombre de séances prises en charge et au-delà duquel, si vous souhaitez poursuivre le traitement, vous devez formuler une demande d'accord préalable auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, auprès du service médical. Donc, si on prend l'exemple de l'entorse de la cheville, le référentiel HAS détermine, c'est une entorse externe de la cheville, qu'au-delà de 10 séances, vous devez formuler une demande d'entente préalable. Si vous ne recevez pas de réponse de notre part sous 10 à 15 jours, vous pouvez considérer qu'il s'agit d'un accord. Donc, ce qu'on vous préconise, c'est d'anticiper un petit peu l'arrivée de la date échéance des séances, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interruption de soins. Alors, je voulais juste vous rappeler la demande d'accord préalable. Hop. Voilà, donc c'est ce formulaire. Si vous ne disposez pas de demande d'accord préalable, vous pouvez les commander sur Amélie Pro. Si vous n'avez plus de formulaire, voilà, vous les recevrez par un transporteur et vous pouvez très bien en commander. Voilà pour le rappel concernant les référentiels de la HAS. Donc, je reviens sur la nouvelle nomenclature. Elle est entrée en vigueur, donc ces nouvelles lettres clés sont entrées en vigueur au 22 février 2024, donc il y a environ un mois, pour toute nouvelle prise en charge ou pour tout renouvellement. Pour tous les soins qui étaient en cours avant cette date, vous pouvez continuer d'utiliser l'ancienne nomenclature. Il y a une tolérance à l'utilisation de l'ancienne nomenclature jusqu'au 1er juin 2024.
L'idée, c'est que si vous avez des hésitations, des doutes, des interrogations sur cette nouvelle nomenclature dans ce délai, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions de manière à ce qu'au 1er juin, on puisse démarrer sereinement, sur une utilisation exclusive de la nouvelle nomenclature. Alors, je vais maintenant passer aux créations d'actes. Donc, 2 créations d'actes. Le premier acte concerne la rééducation des enfants qui présentent une paralysie cérébrale ou un polyhandicap. Cet acte, a été créé au 22 février 2024 et facturable avec le code acte TER 16. Donc il s'intègre au parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale. La prescription médicale de cet acte, doit émaner de l'établissement médico-social qui prend en charge cet enfant. Les séances, elles sont estimées pour une durée d'une durée de 30 minutes, mais adaptée, selon, les capacités physiques de l'enfant. Voilà pour le premier acte. Et le second, c'est un acte de bilan. Donc, c'est un acte AMK 10 qui entrera en vigueur au 1er septembre 2026. Et il s'agit d'un acte de repérage de la fragilité chez les personnes âgées de 70 ans ou plus. Donc voilà, c'est un programme qui répond, qui est conforme au programme ICOP de l'OMS, voilà, que vous pouvez réaliser, où on vous demandera de transmettre donc un compte rendu de ce bilan, au prescripteur ou au médecin traitant. Une suppression d'acte qui interviendra au 1er juillet 2025. Il s'agit de la rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée. C'était l'AMK 6, voilà, qui sera donc supprimée. Par contre, l'AMK RPE, pardon, 8,5, donc l'ancienne AMK 8,5, qui concerne la rééducation analytique et globale musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et la coordination chez le sujet âgé, est maintenue. On va pouvoir passer à la partie qui concerne la télésanté avec la création de deux nouveaux actes. L'un qui concerne le télésoin. Donc le télésoin, ça va être la possibilité d'effectuer donc des actes de rééducation en vidéotransmission avec votre patient. Vous allez donc pouvoir réaliser ces actes et le facturer avec le code acte TMK. Alors, quelques précisions concernant ces actes de télésoins seront exclus, des soins nécessitant un contact en présentiel ou un équipement spécifique. Donc pour avoir, échangé avec un kiné sur le sujet, il me disait que ça pouvait être, peut-être pertinent d'effectuer ces actes, pour un patient en fin de rééducation qui connaît déjà, la posture, enfin qui a la bonne posture, qui connaît les exercices, que vous pouvez simplement, observer en vidéotransmission. Voilà pour un petit exemple. Le patient devra déjà être connu, c'est-à-dire que vous devrez déjà avoir, reçu ce patient en présentiel dans les 12 mois précédant le télésoin. Et ce télésoin devra être obligatoirement réalisé en vidéotransmission avec une solution sécurisée. Et dernière précision, vous ne pouvez pas effectuer plus de 20 de votre activité totale en télésoin. Le télésoin est entré en vigueur au 22 février. Deuxième mesure liée à la télésanté, il s'agit de la téléexpertise. Donc là, il s'agit pour vous de la possibilité de requérir une téléexpertise auprès d'un autre professionnel de santé. Voilà, solliciter l'expertise sur un cas patient, par exemple, donc auprès d'un autre professionnel de santé que vous pourrez facturer avec le code acte RQD à 10 €. Vous devrez pour cela avoir recueilli le consentement du patient avant de réaliser cet acte de téléexpertise avec un autre professionnel de santé et vous devrez le tracer dans le DMP du patient s'il est ouvert ou à minima dans le dossier médical du patient. Et l'acte de téléexpertise est entré également en vigueur au 22 février 2024.
Les actes de télésanté seront prochainement valorisés dans le forfait d'aide à la modernisation, le FAMI, avec 2 nouveaux indicateurs optionnels. Vous connaissez les indicateurs obligatoires, complémentaires pour l'exercice coordonné. Et il y aura 2 nouveaux indicateurs donc optionnels pour la télésanté. Vous pourrez bénéficier d'une rémunération de 350 € pour votre équipement en vidéotransmission, c'est-à-dire un abonnement auprès de votre logiciel ou un logiciel, de télésoin, et une rémunération de 175 € si vous vous équipez d'appareils médicaux connectés vous permettant de, faire du télésoin. Avec donc une liste d'équipements médicaux qui nous sera prochainement, transmise par la commission paritaire nationale. Ces indicateurs optionnels entreront en vigueur sur le FAMI 2025, rémunérés sur l'exercice de 2024. On va pouvoir passer à la troisième partie qui concerne le calendrier de revalorisation des actes. 2 types de revalorisation. Donc, on a une première revalorisation le 22 février 2024 et qui concerne, la revalorisation de la lettre clé, qui est passée de 2,15 € à 2,21 € et on va voir ensuite la revalorisation de certains coefficients d'actes, qui interviendra entre le 1er juillet 2025 et le 1er juillet 2027. Donc les actes, cotés auparavant en AMS 7,5, seront revalorisés de 0,6 points en juillet 2025 et de 0,3 points en juillet 2027. Et les actes, cotés AMS 9,5 seront revalorisés de 0,3 points en juillet 2026. Alors pour, vous imager ces revalorisations avec les nouvelles lettres clés. On vous a remis donc l'ancienne AMS 7,5 et toutes les nouvelles lettres clés, relatives donc à cette ancienne AMS 7,5 et la revalorisation, donc comme je vous l'ai indiqué, en 2025 de 0,6 points et en 2027 de 0,3 points. Idem pour l'AMS 9,5 pardon, le nouveau TER sera revalorisé de 0,3 points en juillet 2026. Également, vous aurez les anciennes AMK ou MC 10 ou 11, donc qui concernent tout ce qui est chapitre NMI sur les affections neuromusculaires ou rhumatologiques inflammatoires, qui seront revalorisés d'1 point en juillet 2026. Et pour vous donner donc un exemple concret sur les nouvelles lettres clés et les revalorisations, on a pris l'exemple d'une rééducation du genou, donc simple, hors référentiel, non opéré, que vous cotiez auparavant ou actuellement AMS 7,5. Donc depuis la mise en place de la nouvelle nomenclature, il s'agit d'un VIM 7,51 que vous pouvez que vous pouvez appliquer si vous souhaitez passer sur la nouvelle nomenclature, désormais ou s'il s'agit, d'un nouveau patient ou d'un renouvellement. Dans tous les cas, en juin, pardon, 2024, ça sera, dans tous les cas un VIM 7,51. Ce VIM sera revalorisé en juillet 2025 à 8,11 en coefficient et en VIM 8,41 en juillet 2027. Donc en termes de tarifs, on passera d'un AMS 7,5 à 16,13 € à un VIM 8,41 à 18,59 €, soit une augmentation de 15% pour cet acte. Autre revalorisation, les suppléments de kiné-balnéothérapie sont revalorisés depuis le 22 février 2024 d'1,3 point. Et petite précision ou rappel, la mention balnéothérapie doit bien figurer sur la prescription pour que vous puissiez facturer le supplément. Autre mesure attendue, vous avez désormais la possibilité de facturer 2 séances le même jour à taux plein, sous certaines conditions. Donc il faut pour cela que vous ayez 2 prescriptions distinctes, que ça concerne des affections en rapport avec des articles de la NGAP différents et portant sur 2 régions anatomiques distinctes, et que ce soit réalisé sur 2 séances distinctes également.
Donc, d'où l'importance aussi d'aller consulter votre nomenclature générale des actes que vous avez sur amélie.fr, puisque tous vos actes sont répertoriés en articles, donc pour vous permettre de confirmer qu'il s'agit bien d'actes différents de la NGAP. Voilà, cette mesure est entrée en vigueur au 22 février 2024. Enfin, dernière mesure, vous avez une simplification au niveau des lettres clés qui concernent les indemnités spécifiques de déplacement. Cette nouvelle mesure interviendra au 1er juillet 2025. Donc les lettres clés IFO, IFR, IFN, IFP des indemnités spécifiques seront supprimées pour être remplacées par une seule indemnité, l'IFS, voilà, à 4 euros. On va pouvoir passer au chapitre qui concerne les prescriptions médicales et l'accès direct. Euh, trois mesures bien distinctes dans ce chapitre. La première concerne la levée de l'obligation de l'indication domicile sur l'ordonnance pour pouvoir facturer des frais de déplacement. Voilà. Cette mention ne sera plus obligatoire sur vos ordonnances pour que vous puissiez facturer des frais de déplacement. Deuxième mesure, il s'agit de l'accès direct. Donc l'accès direct va concerner les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent en structure de soins et d'exercice coordonnés, de type établissement de santé public, de type établissement de services sociaux, médico-sociaux, et les plus connus, vous avez les centres de santé et les maisons de santé. On ne parle pas de CPTS dans ce cadre-là. Donc, pour les masseurs kinésithérapeutes et qui exercent dans ces structures de soins, vous allez pouvoir recevoir vos patients lorsqu'ils n'ont pas eu de diagnostic médical préalable jusqu'à 8 séances par patient. Voilà, donc on va en revenir vers vous sur cette notion de diagnostic médical. On attend des précisions de la Caisse nationale. Donc, pour pouvoir facturer des actes sans prescription médicale, on va vous demander de mentionner votre numéro de professionnel de santé, votre numéro ADELI dans la case prescripteur, et vous n'aurez pas de pièce justificative à nous transmettre via SCORE puisqu'il n'y aura pas de prescription médicale. Voilà pour ce qui concerne l'accès direct pour les masseurs-kinésithérapeutes qui exerceraient en structure d'exercice coordonné, donc jusqu'à 8 séances par patient. Une autre mesure, il s'agit ici du renouvellement et de l'adaptation des prescriptions médicales de moins d'un an. Vous allez avoir la possibilité donc de renouveler ou d'adapter des prescriptions médicales qui dateraient de moins d'un an. Pour cela, vous allez devoir avertir le médecin prescripteur et l'informer de ce renouvellement par la transmission d'un BDK. Donc, il nous a peut-être aussi semblé opportun de faire un rappel sur le BDK. Tout le contenu du BDK, je reparle de la nomenclature générale des actes, mais vous l'avez donc inscrit à la NGAP, le contenu, les règles de facturation et l'échéance de facturation du BDK. Donc, le rappel concernant le BDK, voilà, il va comporter l'évaluation initiale des déficiences et des incapacités fonctionnelles de votre patient. Il doit être transmis au prescripteur initial pour pouvoir être facturé, ou à minima, vous devrez transmettre une fiche synthétique qui va préciser l'évaluation, le diagnostic thérapeutique, le protocole thérapeutique et le nombre de séances. Voilà, donc si vous renouvelez ou adaptez une prescription médicale, vous devez transmettre un BDK au prescripteur. On attend sur cette notion de renouvellement et d'adaptation, on attend quelques précisions concernant le périmètre de l'adaptation, jusqu'où vous pouvez adapter une prescription, et également en termes de durée, sur quelle durée vous pouvez renouveler une prescription médicale. Concernant la facturation du BDK, lorsque vous transmettez le BDK au prescripteur, si vous adaptez une prescription médicale, vous pouvez facturer le BDK.
Si vous renouvelez une prescription médicale, vous ne pouvez le facturer que si celui-ci tombe à échéance de facturation. Donc, pour rappel, les échéances, on est entre 1 et 10 pour le BDK classique, 1 et 10, puis à la 30e, puis toutes les 20, 1 et 10, puis à la 60e, puis toutes les 30 pour le BDK neuro. Et ensuite, concrètement, pour facturer des soins que vous auriez adaptés ou renouvelés, on va vous demander d'apposer sur l'ordonnance originale votre identification complète. Votre nom, votre prénom, votre numéro d'identification, la mention renouvellement masseur-kinésithérapeute, la durée du renouvellement en nombre de séances, si vous adaptez, s'il s'agit d'une adaptation de type de séance, la date du renouvellement et votre signature. On vous demande de remettre l'original de la prescription au patient et de nous transmettre avec votre prochaine facturation l'ordonnance renouvelée via SCORE et de la conserver dans un délai de 33 mois. Lorsque vous allez facturer les séances, on va vous demander d'apposer le numéro prescripteur spécifique 291 991 123, donc dans la colonne prescripteur, voilà, pour que nous, on puisse identifier qu'il s'agit d'actes renouvelés par vous-même ou adaptés. Une précision, le seuil de séance soumis en entente préalable reste valable. Vous devez donc effectuer vos demandes d'accord préalables si vous tombez à échéance des référentiels HAS. Voilà pour la partie nomenclature, revalorisation des actes et prescription médicale et accès direct. On va passer donc à la dernière partie qui concerne l'accès aux soins sur le territoire, donc avec tout ce qui concerne les dispositifs démographiques et notamment le zonage. Alors, on vous a réaffiché une image du zonage actuel. Donc, on attend un nouveau zonage de l'ARS qui devrait donc prochainement paraître. Mais actuellement, donc pour vous redécrire un petit peu le zonage des Landes, nous avons donc des zones surdotées que l'on appellera maintenant des zones non prioritaires. Donc, on a 6 bassins de vie concernés par les zones surdotées non prioritaires, qui sont les zones de Cabreton, Labenne, Mimizan, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Seignan et Souston. Donc, ce qui représente au total 47 communes déterminées en zones surdotées. Pardon, sous-dotées. Et donc, on a une zone sous-dotée qui est la zone Mont-de-Marsan 1. Cette zone, je le précise, il n'y a pas Mont-de-Marsan ni Saint-Pierre-du-Mont à l'intérieur. Ça concerne la périphérie. On va avoir Campette-la-Molaire, Geloux, Saint-Avit, Saint-Martin-d'Aunay et Uchac et Parentis. Voilà, dans cette zone Mont-de-Marsan 1 sous-dotée. Et nous avons une zone très sous-dotée, la zone Haute-Lande-Armagnac, composée des communes de Broca, Serres, Garin, Labrite, Le Seine et Vers. Voilà pour la photographie, on va dire, du zonage actuel. Donc, nous sommes en attente du prochain zonage. Mais ce que l'on peut déjà vous dire, ce qui est attendu en termes de zones non prioritaires, les zones surdotées, qui concernent actuellement 12% de la population nationale, concerneront désormais 30% de la population nationale. Donc, elles vont être augmentées. Les zones sous-dotées et très sous-dotées, qui représentaient actuellement 6% de la population nationale, représenteront chacune d'entre elles 15% de la population nationale. Et par effet ricochet, les zones intermédiaires et très dotées, qui représentaient 75% de la population nationale, diminueront et représenteront 40% de la population. Voilà pour ce qui est attendu sur le nouveau zonage. On va reprendre maintenant les mesures qui concernent donc les zones non prioritaires surdotées, les nouvelles mesures et les contrats incitatifs dans les zones très sous-dotées. Donc, vous le savez, dans les zones surdotées, non prioritaires, une installation ne peut se faire qu'en cas de départ ou sur accord pour mesures dérogatoires.
En cas de départ de la zone, pour qu'on puisse accorder une installation, on va désormais regarder le nombre d'actes, qui étaient réalisés par le masseur-kinésithérapeute qui cesse son activité. Il faudra qu'il y ait à minima 1200 actes effectués sur les 12 mois qui précèdent sa cessation d'activité pour que cette cessation ouvre droit à un remplacement, à un accord d'installation sur la zone. Deuxième mesure, en cas de départ, le successeur aura 2 ans pour désigner non, pardon, la personne qui cesse son activité aura 2 ans pour désigner un successeur. Et le repreneur aura, de son côté 6 mois pour initier ses formalités d'installation, auprès de la caisse primaire en suivant de la notification d'accord de la commission paritaire. Donc on l'a vu, la règle du 1 pour 1 et on a également donc des règles de dérogation, d'accord, au conventionnement sur ces zones non prioritaires. On avait donc, la dérogation qui concernait, le conventionnement pour, lié à la vie personnelle. Donc avec 3 situations: situation médicale grave personnelle du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant direct, mutation professionnelle du conjoint, situation juridique personnelle entraînant un changement d'adresse professionnelle. Donc ici, cette dérogation était déjà existante, on a simplement des clarifications. On va demander à ce que le masseur kinésithérapeute concerné par ce changement, hein, lié à la vie personnelle, dépose sa demande de dérogation dans les 6 mois qui suivent, ce changement. On a également une clarification de la commission paritaire nationale sur le fait que le conjoint ne peut être, qu'une personne liée par un PACS ou un mariage, que le changement d'adresse, professionnelle suite à une nouvelle situation juridique personnelle, devra être attesté par un justificatif de domicile au nom des 2 personnes concernées. Et enfin, la mutation du conjoint s'entend comme un changement d'emploi imposé par l'employeur et non pas un choix personnel. Voilà pour ces clarifications liées à la dérogation, de conventionnement liée à la vie personnelle. Pour ce qui est de la dérogation liée à une offre insuffisante de soins spécifiques, donc pour les masseurs-kinésithérapeutes qui avaient une activité spécifique et qui souhaitaient solliciter une demande d'accord d'installation sur ce principe, vous pourrez désormais, attester de cette activité sur vos activités, pardon, précédentes par tout document, susceptible donc d'attester de cette pratique de type, attestation de votre employeur, diplôme complémentaire, attestation de stage, et cetera. Et désormais, donc ces dérogations de conventionnement n'impacteront pas le principe, du 1 pour 1, c'est-à-dire d'une installation pour un départ. Et enfin, une autre précision, le dispositif de régulation s'applique aux masseurs kinésithérapeutes qui ont un exercice exclusif au domicile. Voilà, et on vous redit également que, les conventionnements dérogatoires n'impactent pas les futurs départs de la zone en termes d'effectifs. Donc voilà pour les mesures liées aux zones non prioritaires surdotées. On passe maintenant au dispositif démographique, au contrat incitatif, qui concerne donc les zones, très sous-dotées. 3, types de contrats. Le contrat d'aide à la création, le contrat d'installation dans un cabinet existant et le contrat d'aide au maintien. Donc ces contrats étaient déjà existants. Quelques changements au niveau de l'éligibilité, pardon. Seront éligibles les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent dans les zones très sous-dotées. Auparavant, c'était accessible aux zones sous-dotées et très sous-dotées, mais souvenez-vous, on a vu dans quelques slides juste avant que les zones très sous-dotées et sous-dotées allaient augmenter. Donc il est probable que les zones sous-dotées soient dans le prochain zonage englobées dans les zones très sous-dotées. J'espère que vous m'avez suivi dans cet exemple. Voilà, donc contre incitatif, éligible aux zones très sous-dotées. Au niveau des montants, pas de changement pour, les créations de cabinets ou les installations dans un cabinet existant. Le seul changement, c'est les modalités de versement. L'aide sera versée en 4 fois au lieu de 5.
Et par contre, le contrat d'aide au maintien est revalorisé et il passe de 3 000 € à 4 000 € par an. Au niveau des engagements que vous aviez lorsque vous exerciez donc en zone très sous-dotée, et que vous étiez signataire donc d'un contrat incitatif, on vous demandait d'exercer à minima 50 de vos actes auprès de patients résidant dans la zone. Désormais, cette notion est remplacée par une exigence de 50 d'activité dans la zone. On ne regardera plus, le lieu de résidence de vos patients, mais seulement votre activité. Vous aviez également un nombre minimum d'actes à réaliser, dans la zone, 2 000 actes la première année et 3 000 actes les années suivantes. Donc c'est maintenu et vous avez une proratisation de l'aide si vous n'atteignez pas, les objectifs. Et enfin, on a une clarification concernant l'éligibilité au contrat d'aide à la création d'un cabinet. On entend par création d'un cabinet également la reprise d'un cabinet. Mais pour cela, il faut que le précédent titulaire ait cessé totalement son activité pour que vous puissiez être éligible à ce contrat. Et enfin, le contrat d'aide à la création d'un cabinet est accessible aux masseurs-kinésithérapeutes qui exerceraient exclusivement leur activité à domicile. Voilà pour les mesures concernant les zones sous-dotées. Dernière mesure, celle-ci, s'applique aux étudiants, qui ont démarré leur, cursus, universitaire, sur l'année 2023. Donc lorsqu'ils obtiendront leur diplôme de masseur kinésithérapeute et pour pouvoir s'installer en exercice libéral sous convention, ils devront, disposer d'une expérience professionnelle de 2 ans en établissement sanitaire ou médico-social en France, donc soit, 2 240 heures de travail sur 2 ans ou bien s'engager à exercer au moins les 2 premières années de leur conventionnement dans une zone très sous-dotée ou sous-dotée et ça devra, représenter 6 000 actes au total sur les 2 ans. Donc comme on l'a vu aussi, hein, les zones très sous-dotées ou sous-dotées vont augmenter, aussi et passer à 15 de la population, nationale, pour chacune d'entre elles. Voilà pour ces nouvelles mesures qui concernent les nouveaux étudiants, qui ont démarré, leurs études en 2023 et qui concernent leur installation leur future installation en libéral. Je vous précise que ces étudiants pourront quand même effectuer des remplacements sans avoir l'une des 2 conditions. Voilà donc mais par contre ça reculera, d'autant leur, comment dire? Leur installation en libéral. Il faudra quand même qu'au terme de leur remplacement, ils aient effectué, leurs heures de salariat ou leur installation en zone sous-dotée. J'ai terminé avec la présentation, du support. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. J'espère ne pas vous avoir perdu et je vais repasser, la parole pour, la conclusion et les questions-réponses à madame Manez. Alors, donc, ce petit bilan de webinaire, alors déjà, j'espère également que les informations transmises par Delphine vous permettent d'y voir plus clair. Alors, au niveau de la suite à venir, donc le mémo que Delphine vous a présenté aujourd'hui vous sera remis. Vous allez, dans la dizaine de jours qui vont suivre ce webinaire, recevoir un mail qui vous enverra un lien pour accéder à une page Amélie Locale que nous sommes en train de créer. Sur cette page Amélie Locale, vous aurez différents documents, donc notamment le PowerPoint qu'on vous a projeté aujourd'hui, le mémo qui vous a été présenté également pendant ce webinaire. Vous aurez également un lien pour regarder ce webinaire en replay en cas de besoin et une foire aux questions qu'on est en train d'effectuer, de créer et qui reprendra l'ensemble des questions qui ont été posées aujourd'hui, mais également lors du webinaire, je n'ai plus la date, du 7 mars dernier, je crois bien, ou 12, je ne sais plus. Précédent. Le webinaire précédent, en tous les cas. Également, donc à titre d'information, il y a une aide pour les prescripteurs qui est en train d'être créée.
Donc, nous travaillons avec les représentants des commissions paritaires respectives des masseurs-kinésithérapeutes et des médecins généralistes pour créer, déjà transmettre une information aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes même sur les impondérables et les obligations en termes de prescription pour que vous ne soyez pas en difficulté. Et également, il leur sera mis à disposition des ordonnances types qu'ils pourront incrémenter dans leur logiciel métier afin que les prescriptions conviennent et soient conformes par rapport à ce qui est attendu et pour que vous soyez surtout confortable, on va dire, quant à l'analyse des prescriptions pour pouvoir coter correctement et utiliser votre nomenclature correctement. Mmh, de manière générale, comme vous l'a expliqué Delphine, on est sur une période un peu transitoire jusqu'au 1er juin. À compter du 1er juin, vous ne pourrez réellement plus du tout utiliser les anciennes lettres clés. Aujourd'hui, on est encore sur un système hybride pendant quelques mois entre, les soins qui sont en cours et sur lesquels vous pouvez, toujours utiliser, les anciennes lettres clés et les nouveaux soins sur lesquels, vous devez utiliser les nouvelles lettres clés. Cette période transitoire, l'idée, c'est que vous vous questionnez au maximum et que vous vous rapprochiez au maximum de vos délégués d'assurance maladie pendant cette période pour qu'au 1er juin, on soit dans une mise en œuvre qui soit confortable pour tout le monde, autant pour vous que pour nous. Et voilà, je pense que c'est tout pour les informations de conclusion de manière générale. Ce que je vous propose, on va prendre un petit temps on va dire 2-3 minutes pour, lire l'ensemble des questions que vous avez posées. Elles sont nombreuses, et on reprend le micro dans 2 petits instants, pour répondre aux questions auxquelles on peut répondre, et si ce n'est pas le cas, on vous précisera aussi tout ce qui est encore une fois médical ou autre ou même les questions sur lesquelles on n'aura pas la réponse immédiate. Dans tous les cas, rassurez-vous, elles seront traitées et elles seront présentes dans la foire aux questions qui sera divulguée, dans les plus brefs délais.